Le score. Le score. Je devais cru et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien dans lequel on cause et on écoute de la musique. Ce soir, on lit aussi et de la bande dessinée de qualité. Et ce grâce à deux invités. L'un signe le scénario d'un fantastique récit, mais comme je ne le connais que peu, je ne vais pas m'étendre sur son minuscule CV. L'autre l'a dessiné avec brio, tout comme il avait adapté Orwell avant de lui donner une suite de 1984 à 1985. En un coup de crayon et de génie, biblio non exhaustive. Et ce qui les rassemble aujourd'hui, c'est Île déserte, paru chez Dargaud, sous-titré Georges ou La vie sauvage. Bravant ma nature stoïque, quoique souriante. Ah non, je m'en vais quand même publiquement leur dire à quel point leur œuvre commune m'a épatée avant de les saluer. Bonjour Antoine Decaune, bonjour Xavier Coste. Bonjour et merci. Bah non, merci, de rien. Si, bien sûr. J'ai expédié un peu ton CV, tu m'en voudras pas. Oui, ça va, ça me suffit, moi. Enfin, je peux faire plus long, mais je me dis que... Résumons. Il a écrit, voilà, très bien. Le livre est sorti, de fait, il ne vous appartient plus. Est-ce que les retours suffisent à vous réjouir ou il y a déjà une petite nostalgie de ce travail commun ? Alors, on n'est pas Antoine. encore déjà dans le temps de la nostalgie, parce que tout ça est très frais, et en fait, c'est une aventure qui a été assez fulgurante. On a commencé à en parler il y a 1 an et demi, à peu près, maximum. Ouais. Et puis ça s'est mis en place très naturellement. Et puis on a trouvé d'abord un plaisir à travailler ensemble. Ouais. Je dis pas ça parce que je communique autour, mais vraiment, on s'est rencontrés sur cette histoire. On s'est parfaitement complétés et on avait une dynamique de travail qui nous a étonnés l'un et l'autre. Ouais. Et on s'est étonnés, on s'est bousculés, on a produit ensemble un livre qui nous étonne encore aujourd'hui. Non, c'est vrai. Étonné, en fait. C'est complètement miraculeux. Ça n'arrive jamais des collaborations comme ça, surtout avec des gens qui sont pas du métier, parce que Antoine lit beaucoup de bande dessinée, mais c'est pas son médium. Et du coup, c'est vrai qu'il est arrivé avec une fraîcheur presque de débutant, qui a fait qu'on a travaillé avec cette énergie assez nouvelle. Et moi, c'est mon 10e bouquin, mais en fait, je l'ai fait comme c'était mon premier livre, quoi. Ouais. Et on avait tellement de plaisir à collaborer ensemble, et en fait, je me suis tellement approprié son histoire et l'histoire de son père, que je l'ai dessiné dans une espèce d'urgence, en même temps que Antoine aussi écrivait dans l'urgence. C'est assez miraculeux, et en fait, tout s'est mis en place tellement naturellement que j'étais assez triste, effectivement, quand j'ai fini de dessiner l'album. Voilà, il y a dissension entre les deux. Mais non, je savais qu'il fallait appuyer là-dessus. On n'est pas encore dans le temps de la nostalgie. Ça viendra peut-être, mais là, on est encore on accompagne le bébé. Dans le feu de l'action. Ouais. Il y a une question rituelle dans cette émission, vous la connaissez, vous êtes donc prié de donner une autre réponse que lors de votre précédente venue, la place de la musique dans votre quotidien. Capital, fondamental. Tu as répondu déjà la même chose. Je vis avec. Non, j'ai pas dit capital ni fondamental. J'avais des adjectifs en L. Très bien. Xavier ? Et moi, je vais me renouveler. Elle est prépondérante. Ah, bah bien. En Nantes, c'est bien aussi. Vous avez donc chopé un dictionnaire de synonymes tous les deux. Tous les deux. C'est là-dessus que vous avez travaillé. Très bien. D'une île à l'autre, je vous emmène sur Cracker Island. C'est Gorillaz et Thundercat sur Nova. Le score sur Radio Nova. Gorillaz et Thundercat sur Nova avec Cracker Island, un titre qui m'a permis de constater que Antoine Decaune n'a fait aucun progrès en danse. Jamais, surtout assis. Ouais. Et Xavier Coste ne danse pas. Encore moins. Ouais. Ce Damon Albarn a décidément bien du talent. Oui, j'ai l'impression, moi. Oui, il avait ce petit opéra là qu'il a joué au Lido la semaine dernière, la flûte Magic enchantée. Flute, oui, il est venu nous en parler ici. Extraordinaire. Je vous conseille vraiment le podcast. Une excellente émission. Ce n'est pas le sujet du jour, on parle d'Île déserte, votre œuvre commune parue chez Dargaud. C'est l'histoire d'un petit garçon de 8 ans à qui son père, célèbre journaliste Georges Decaune, annonce qu'il part vivre sur une île des Marquises et Yao pour un an et raconter quotidiennement à la radio son expérience. Le livre raconte l'absence de ce père, hier et aujourd'hui, à Paris, et ses aventures en terre des plus inhospitalières, puisque l'île en question n'est rien de moins que, je cite, l'antichambre des enfers. Une épopée entamée en 1962. 60 ans, c'est un temps de maturation raisonnable pour raconter une histoire, son histoire en l'occurrence. Oui, parce qu'en fait, ce voyage en terre inconnue, mais sans Frédéric Lopez, je vous rassure, c'était effectivement au tout début des années 60, et c'était une expérience un peu traumatisante pour moi. Parce que, j'imagine. Voilà, mon père disparaît comme ça du jour au lendemain, et puis comme il a vécu plein d'autres aventures entre-temps, tout ça, j'avais rangé ça dans le placard. Et en fait, quand cette proposition de faire une BD m'est arrivée, évidemment, c'est cette histoire-là qui est remontée à la surface. Ouais. Parce que c'est une aventure. C'est une aventure au sens pur du terme. C'est l'aventure d'un homme qui se coupe du monde et qui va s'exiler sur une île pour le moins inhospitalière, et sans Frédéric Lopez.
Et immédiatement, il y avait une histoire à raconter parce qu'il y avait le point de vue de ce môme que j'étais donc, qui voit son père disparaître. Il y a le point de vue du vieillard que je suis devenu aujourd'hui, qui regarde son père. Comme tu y vas. Je parle de biologie. Qui regarde son père sur une île 30 ans après. Il a 40 ans, moi j'ai 30 ans de plus aujourd'hui. Et avec son chien. Et surtout, l'arrivée à bord de Xavier. Parce que moi, je fais pas de BD. Moi, je peux raconter l'histoire, mais je tiens pas le crayon. Mais Xavier, c'est vrai que tu as commencé à dessiner avant même d'avoir un scénario établi. Ah ouais, tout de suite. Vous êtes décidément bien renseigné. Et c'est ça qui est dingue avec ce projet, c'est qu'en fait, il s'est fait d'une manière tellement rapide qu'on ne l'a pas vu venir. Justement, l'éditeur d'Argo a approché Antoine en lui demandant si ça l'intéressait de faire une BD. Et on s'est vu quasiment le lendemain ou sur le lendemain. Et on a tout de suite senti qu'il y avait un vrai potentiel avec cette histoire. Et moi, j'ai vraiment dessiné, donc, déjà pour montrer qu'il fallait que ce soit moi. Donc, il fallait que je fasse des pages d'essai pour montrer au monsieur que je pouvais, j'espère, faire l'affaire. Et aussi parce que ça correspondait vraiment avec ce que j'avais envie de dessiner. Ça correspondait complètement à mes envies d'auteur. Et ça, c'est assez inespéré. Je tournais vraiment autour de la thématique de la Robinsonade depuis des années. Mais c'est un genre qui est compliqué à renouveler parce que, par définition, c'est quelqu'un qui est seul. Il n'y a pas d'interaction, il est sur une île et ça a déjà été écrit plusieurs centaines de fois. 2 points pour affiner un peu le propos de Xavier. Il sortait de 84 et 85. Oui. Parce que sa relecture de 84, plus. Oui, bien sûr, il a écrit la suite. Il a écrit la suite en toute simplicité. Et donc, il avait passé quelques années dans cet univers légèrement dystopique et anxiogène. Mais surtout, il avait publié ce livre, L'Enfant et la rivière, l'adaptation d'un bouquin d'Henri Bosco. Et sa manière de représenter la nature était tellement belle, lumineuse, évidente que... voilà. Après, je me suis demandé, pour le coup, c'est pas une expérience qui est vraiment moins claustro, je trouve, d'être enfermé sur une île déserte par rapport à la ville que tu dessinais dans 84. Oui, paradoxalement, parce que effectivement, je m'attendais et Georges aussi s'attendait à une île beaucoup plus verdoyante. Et ce qui était génial avec ce projet et ce qui fait que graphiquement, j'ai pu m'en emparer avec autant de plaisir, c'est que Antoine avait à disposition toutes les archives de son père. Et ça va du journal intime aux photos qu'il a prises lui-même de l'île. Et ça, c'est des documents assez touchants parce que je me suis basé de ça pour le représenter sur son île avec son chien et aussi pour essayer de cartographier un peu cette île. En fait, il parle juste d'un plateau désertique avec simplement des cailloux, ce qui fait que en feuilletant la BD, je me suis fait la réflexion, finalement, il y avait assez peu de vues éloignées et souvent, on est vraiment à hauteur d'homme. Et effectivement, il y a pas mal de pages où je dessine le personnage presque comme s'il était dans une pièce de théâtre sur fond blanc. Et finalement, c'est l'évolution du personnage qui va faire l'histoire plus que le décor. On oublie le décor. Et ça a été assez chouette à mettre en scène, d'autant plus qu'on a tout construit avec, comme je disais, avec beaucoup d'énergie. Et en fait, tout s'est mis en place malgré nous. Au départ, on pensait presque faire juste un biopic sur son père et sur cette histoire assez dingue. Et c'est petit à petit, à force d'écriture, qu'Antoine s'est aperçu qu'il y avait des choses intéressantes à dire avec son point de vue d'enfant. Et moi, en tant que dessinateur, j'ai vu que j'avais une place à prendre graphiquement, justement pour sortir d'une représentation réaliste de l'île et aller dans quelque chose de fantastique. Et ça, c'est assez chouette. Et j'ai l'impression, assez étonnamment, enfin vraiment, comme disait Antoine, et j'en suis toujours assez ému, on s'est vraiment merveilleusement bien entendu dans le travail, mais sans se connaître plus que ça au départ, mais je pense qu'on a une sensibilité assez commune qui fait que quand il me relatait un événement, ou quand je tombais sur un événement auquel il avait assisté petit, finalement, je l'abordais de la même manière. Et en fait, ça fait qu'on se retrouve tous les deux sur le résultat du livre, et ça, c'est assez fabuleux. On poursuit la conversation sur Île déserte. Dans un instant, on écoutera aussi Air, et tout ça, ce sera juste après la pub. Bougez pas, le score revient tout de suite. Nous reprendrons cet entretien tout à l'heure. Nova. Radio Nova. Air sur Nova, Kelly Watch the Stars. Regardez les étoiles, activité possible pour les aventuriers solitaires comme Georges Decaune dans Île déserte, paru chez Dargaud. Une BD signée Antoine du même nom et Xavier Coste. Regardez les étoiles, ça fait partie des activités que vous pratiquez, vous? Que moi je pratique. Enfin, tous les deux, j'entends. Que nous pratiquons ensemble. Georges, oui, je sais. Oui, Georges, il a eu le loisir d'observer les étoiles. Ouais. Moi, un petit peu, quand je te regarde, t'es un peu comme une étoile. Oh là là. Moi, plus pragmatique, j'allais dire qu'en ce moment, avec la promo de l'album, on n'avait plus trop le temps. Ok, et moi, j'étais extrêmement gênée par ce qui vient de se passer, donc j'allais enchaîner sur une autre question, vraiment très simplement. Île déserte fait partie de ces histoires qui, si elles n'étaient pas basées sur des faits réels, pourraient être frappées du sceau du « bah non, c'est trop gros, en fait, là, vous avez vraiment fait n'importe quoi ». Comment est-ce qu'on s'en accommode quand on s'attelle au scénario ?
Ah ben non, moi je connaissais quand même la matière première, je savais Oui, ce qui bien s'était sûr. passé là-bas. J'ai découvert en fait, grâce à son journal intime que je n'avais jamais ouvert jusqu'au moment où je me suis décidé à Ouais. travailler sur la BD, à quel point ça avait été une épreuve. C'était, il a mis sa vie en jeu. C'est-à-dire que le danger, tu l'as découvert en lisant les carnets, mais pas au moment où lui était sur l'île en l'entendant à la radio. Oui, ce qu'il racontait à la radio, c'est que c'était costaud quand même. Oui, bien On sûr. s'attendait pas à un truc aussi violent que ça, la chaleur, les moustiques, les cochons sauvages, les requins Tout, partout. oui. C'était l'enfer, vraiment l'enfer. Mais non, ce que j'ai découvert dans ces cahiers, c'est à quel point lui, ça l'avait affecté. À quel point cet homme civilisé, sûr de lui, qui largué comme ça dans un milieu sauvage et avec la certitude qu'il va s'en tirer, comme Robinson s'en était tiré. Sauf que Robinson, il avait une île avec un lagon poissonneux, il avait des arbres fruitiers, il avait du gibier à volonté. Pas du tout le cas. Non, là-bas, rien ne pousse et tout est hostile. Donc, c'est ses doutes, c'est ses inquiétudes, ses angoisses. Et ça, pour le coup, ça alimente le récit, évidemment. Mais quand je disais que l'histoire est folle, c'est même sans lire les carnets, sur le papier déjà, de se dire qu'un homme a choisi de s'exiler volontairement sur une île pour tenter une expérience. Tu as donc un père qui est journaliste, mais aussi aventurier. Et Yao, c'était pas un coup d'essai. Dans l'imaginaire d'un môme et dans la cour de récré, doit être quelque chose, j'imagine. Est-ce que tu le formalisais comme ça, c'est-à-dire comme un papa aventurier, ou les désertions te marquaient plus que le reste? La cour de récré, c'était une forme de consolation, parce que je faisais des envieux, évidemment. Ouais. Mais mes copains ils me disaient, waouh, ton père, il n'est pas dentiste, il n'est pas expert comptable, tu as vu ce qu'il fait, il est au bout du monde, là, en train de tuer des moutons pour se nourrir. Puis de les ouvrir, leur ouvrir le bide. Donc c'était un aventurier. Du coup, j'avais une aura autour de moi, mais ça me consolait du chagrin que j'avais de l'avoir vu disparaître, quoi. L'un des tours de force de la bande dessinée, c'est la façon dont vous avez abordé la question du point de vue. Vous en parliez tout à l'heure, ou plutôt des points de vue. Il y a l'exilé volontaire qui remplit des carnets et le journaliste qui parle à la radio. Il y a le petit garçon et le moins petit garçon aujourd'hui. Et parfois même le point de vue du chien. Comment est-ce que vous avez agencé tout ça? C'est venu en travaillant? Xavier adore dessiner des chiens, déjà. Des animaux de manière générale. Oui, il adore. Tu l'as soigné pour ça. Je déteste dessiner des animaux et encore plus des chiens. Et en plus, c'est vrai qu'Antoine m'a insisté lourdement pour qu'on fasse parler le chien. Moi, j'étais absolument pas convaincu par cette idée. Et c'est ça qui est génial, encore une fois, avec ce projet, c'est que chacun a amené des choses et ça a été un vrai ping-pong. Et au final, ça marche. Et si on m'avait dit un jour que je me retrouvais complètement dans une BD où j'aurais fait parler un chien, je veux dire, j'aurais même pas voulu faire la promo en temps normal pour le livre, quoi. Mais c'est la voix de la sagesse, le chien, sur l'île. Oui, bien sûr. Disons qu'il a C'est un contrepoint hyper intéressant. C'est Milou. Là, je vais essayer de faire une réponse hyper intelligente, mais mine de rien, on parle quand même de l'histoire d'un homme tout seul sur son île. Il faut essayer de tenir le lecteur en haleine pendant 200 pages. Donc, comment faire? Et le chien est un artifice de narration. Je suis désolé de le dire. C'est pas juste un animal de compagnie. Et il a fallu trouver comme ça des petits trucs. C'était un animal de compagnie et c'était aussi son confident. Oui, bien sûr. Il ne quittait jamais son chien et son chien ne le quittait jamais. Donc le jour où sur l'île, par exemple, le chien disparaît et où il s'inquiète et où il se dit qu'il a été attaqué, qu'il est peut-être en train de mourir dans une crevasse, voilà, tout s'effondre. Donc le chien, il occupe une importance énorme. Et preuve que ça marche, c'est que ça affecte aussi les lecteurs et les lectrices. Moi, la disparition du chien, j'ai vraiment eu un truc de... Ils vont pas faire ça, en fait. On ne touche pas les animaux. Les poules, éventuellement, si vous voulez, parce qu'il y a aussi des poules et d'autres animaux sauvages, mais on ne touche pas aux chiens. On poursuit en musique. On écoute Voyou et sa version de Syracuse. Le score sur Radio Nova. Nova. Voyou sur Nova avec sa version de Syracuse, qui a eu l'air de plaire à mes invités, en l'occurrence Antoine Decaune et Xavier Coste. J'adore cette chanson. Ça nous a détendu. Ouais, ça nous a bien détendu. C'est vrai que vous étiez tendu en arrivant, ouais. et là, je trouve que d'un seul coup, vous avez des visages beaucoup moins... On va essayer de rester un peu moins agressif, moins... Ok, je vous remercie. Vraiment, ça m'arrange. On parle d'Île déserte, paru chez Dargaud. C'est pas qu'un roman graphique d'aventure, c'est aussi un roman familial et universel. Le rapport d'un fils à son père et inversement. Est-ce que cette bande dessinée, c'est aussi un moyen de faire la paix? Non, parce que j'avais fait la paix avec mon père depuis longtemps. Oui, on a eu une relation assez compliquée, parce qu'il avait son petit caractère et j'avais le mien. Mais il avait un sens de l'humour aussi extraordinaire. Je pense que j'ai hérité d'une petite partie de son sens de l'humour, donc on ne pouvait jamais vraiment rester rouillé longtemps. Ça finissait toujours par une pirouette. Bon. Mais non, j'étais en paix. Et en fait, moi, tout ce que je regrette, c'est qu'il faisait partie de cette génération d'hommes
qui avaient traversé la guerre. Ouais. Et qui étaient élevés comme des hommes à l'ancienne, c'est-à-dire les enfants restaient à leur place, on communiquait pas, on n'allait jamais sur le terrain de l'intime, c'est toujours voilà, chacun était à sa place. Et j'ai souffert de ça, donc j'ai essayé à un moment d'aller briser un peu la glace, mais c'était vraiment peine perdue, quoi. Donc je l'ai pris tel qu'il était, avec ses qualités, ses défauts, et lui aussi, et on était en très bons termes quand il est parti. L'important, c'est pas d'arriver, c'est de partir. Une phrase avec laquelle tu as été élevé. Oui. Est-ce que ça ne marche que pour les aventuriers ou ça peut s'appliquer au commun des mortels? Ah, ça s'applique à tout le Question monde. pour tous les deux. Ça s'applique alors en particulier au métier qu'on fait nous. Je pense qu'une fois qu'on a fait le tour du sujet, c'est bien de partir avant qu'on nous demande de le faire, déjà par exemple. Et oui, alors comme disait Lao Tzu, c'est le chemin, hein. C'est pas le but. C'est Lao Tzu qui disait ça ou pas? Je crois, plus ou moins, ou Cyril Hanouna, je ne sais plus exactement. Moi, j'avais Roland Dorgelès, mais après, c'est... Ah, Dorgelès aussi, il l'a dit. Ouais, tout le monde l'a dit, en fait. Vraiment. Non, mais je pense qu'on se retrouve dans cette dynamique de travail, parce que c'est vrai qu'Antoine a fait 10 000 choses, il pourra en attester. Et moi, de mon côté, j'arrive péniblement à atteindre le nombre de 10 albums de bande dessinée. Oui, mais à quel âge? J'ai commencé à 19 ans, donc j'ai commencé assez vieux. Et aujourd'hui, tu as 35 ans. Ouais, 10 albums à 35 ans, ça va en fait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'urgence fondamentale ni de nécessité à faire un livre, surtout qu'il y a des milliers de personnes qui en font presque tous les jours. Et des moins bons. Je ne sais pas à moi de. Ouais, non, des bons et des moins bons, mais c'est vrai qu'il y a une surproduction, quoi. Mais du coup, tout ça pour dire, j'avais une réponse hyper intéressante à faire. Et je t'ai coupé. Ouais. C'était une fulgurance en plus. C'est-à-dire qu'à chaque projet, j'essaye vraiment de me questionner, savoir si ça vaut le coup. Et je veux pas faire le bouquin de trop. Mine de rien, 10 livres, c'est pas rien non plus. Donc j'ai le sentiment à chaque fois que je finis un livre que c'est le dernier et que j'ai qu'à devenir tourneur-fraiseur. Et ce sentiment-là est très sincère. Et ensuite, bien sûr, au bout de quelques jours, je me mets à avoir des idées qui cheminent. Mais c'est vrai que j'ai peur de m'installer ou de la routine, tout simplement. Et j'essaye d'aborder chaque livre avec un regard différent. Et c'est en ça aussi qu'Antoine m'a aidé à regagner en jeunesse avec cette dynamique de travail complètement nouvelle. Parce que je m'en voudrais en fait d'aborder mon travail de manière très routinière, parce que mine de rien, c'est un travail assez monacal. J'ai mon atelier chez moi, donc finalement, ça fait presque 13 ans que je dessine à la maison. Et en fait, j'ai un plaisir fou à le faire et je m'ennuie jamais. Mais on pourrait très bien s'ennuyer au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu es toi-même exilé volontaire à l'intérieur d'un atelier, quoi. C'est ça. C'est un peu l'idée. Ouais. C'est la première fois, Antoine, que tu es dessiné sans être caricaturé, si je ne m'abuse. Ça fait quelle impression, toi, qui as été nourri de héros de bande dessinée? C'était toujours étrange, mais on se prenait un peu la tête à un moment sur les questions de ressemblance. Ouais. Et puis, en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est il faut pas, évidemment, il faut pas qu'il me représente en Michel Galabru, mais non, faut qu'il y ait des points communs. Si, c'est très ressemblant, que ce soit l'enfant ou l'adulte. Enfin, moi, non, mais on se préoccupait pas tant que ça de ça. C'est vrai que c'est la seule remarque qu'il m'a faite sur tout le bouquin. En fait, il trouvait que je n'avais pas fait assez de poils à sa barbe. Vraiment, il me l'a répété plusieurs fois. Mais alors, rien sur ce petit look d'enfant en culotte courte, littéralement. Je note d'ailleurs que tu n'as gardé que de cette période que le gilet sans manches. Oui, j'ai arrêté la soquette avec le t-shirt. Non, mais c'est en fait l'inspiration, je pense. Enfin, l'inspiration commune, c'est le petit Nicolas de Sampé. Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi avec ça et le petit Nicolas, c'était moi, quoi. Littéralement. Et c'est d'ailleurs pas la seule référence littéraire dans le livre, parce que Stevenson, Tintin, Syntex et Le Petit Prince, dont le dessine-moi mouton prend une résonance très particulière, un Marsupilami, L'île Noire, L'île au trésor et Michel Tournier via le sous-titre Georges ou la vie sauvage. En réalité, ce livre, c'est un peu la somme de tous les héros qui t'ont bercé. Oui, pas tous. Père y compris. Pas tous, oui. Alors, non, il y a Marsupilami, parce que j'allais dire qu'il manquerait du Franquin. Le Franquin, c'est quand même la mais t'as une peluche du Marsupilami, Oui, j'ai une peluche du Marsupilami, donc il est quand même un peu là, le vieux Franquin. Mais non, je sais pas. C'est moi, à l'époque, quand j'avais cet âge-là, 8 ans, j'avais commencé à lire Tintin déjà, parce que c'était supposé être pour les 7 à 77 ans, donc j'étais dans la tranche d'âge possible. Je lisais beaucoup de Franquin, moi. Vraiment, mes grands souvenirs, c'est Franquin, et puis les JG, les westerns, les Blake le Rock, le Fantôme du Bengale, autant de titres qui ne disent absolument plus rien aux auditeurs qui... Tu vois la perplexité dans mon regard, oui, peut-être. je la vois très bien. Oui. J'aurais été arrêtée au Marsupilami. On continue de parler d'enfance, juste après Yoa et Contre-Cœur. Le score sur Nova, sur Radio Nova.
avec Charline Roux. Contre-cœur, Yoa sur Nova, et Yoa qui fait partie des artistes à l'affiche du festival Solidays, hippodrome de Longchamp du 27 au 29 juin. Et j'en parle parce que c'est bien et parce que je suis face au parrain. Antoine de Caunes. Au parrain. Non, Oui, au au président président, d'honneur, s'il pardon. vous plaît. Ouais. Attention, hein. Bon. Une tête de parrain, moi? Oui. Non. Si, Xavier Coste peut confirmer, une tête de parrain quand même, un truc. Il t'a demandé d'embrasser la bague et tout ça, évidemment, quand vous êtes travaillé ensemble. Ça prend une tournure assez étrange. Non, pas du tout. Non. Prochain Solidays, ouais. Ouais, il y aura aussi Sean Paul, Zaoud Sagazan, MC Solar, Damso, Mickey, pour n'en citer que quelques-uns. Tu seras sur place. Évidemment, les 3 jours. Ouais, évidemment. On parlait il y a un instant des multiples références qui figurent dans Île déserte, votre œuvre commune chez Dargaud. Je disais que c'était des héros qui t'avaient bercé quand tu étais enfant. Et puis, il se trouve que toi aussi, tu as bercé l'enfant. Ouais, tu sens le coup fourré qui est en train d'arriver. Je vois le piège venir. C'est qui, moi? Et pour certains, je ne sais pas, par exemple, si on parle de Stevenson, c'est des héros avec lesquels toi, tu as bercé l'enfance de ceux qui t'ont succédé. Moi, j'y vois une forme de constance, en fait. Ouais, alors je sais pas si le mot bercer s'applique tout à fait. Mon petit gars, prends garde à toi. Ainsi, Paul Persavon, prévenait en chanson les mouflets qui s'apprêtaient à regarder L'île au trésor en version animée. Parce que c'est toi qui as cité. Mais oui. Tu t'en souvenais de celui-là ou pas? Non, pas du tout. Non, je me souvenais d'Ixor, de Clémentine, de je sais plus quoi, de les quatre amis. Mais L'île au trésor déjà. L'île au trésor. Ouais, absolument. Ok, ouais, ça revient de très loin. Bah oui, mais bon, je trouve ça vraiment joli, donc c'est dommage de pas joli, faire c'est aussi partager. le mot qui convient. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a eu une tentation, un moment de raconter en bande dessinée une autre histoire quand on t'a proposé de faire des bandes dessinées en du fait, roman ou du... Il y a, il y a un roman de Rosa Montero qui s'appelle Le Roi Transparent, que j'adore, qui ferait une excellente BD, mais en fait, très vite, les gens de Dargaud ont eu l'intelligence de me dire non, il faut que ce soit ton histoire à toi, il faut que ce soit une histoire que personne d'autre que toi peut raconter, un truc perso, quoi. Et donc, évidemment, l'histoire de l'île est arrivée à la surface tout de suite. Et alors, pourquoi cet endroit-là? Parce que ton père avait aussi mené des expéditions au Groenland. Alors oui, mais le Groenland, il faisait partie d'une expédition. L'Amazonie, il avait traversé l'Amazonie en pirogue à la recherche du fils d'un explorateur qui avait disparu. 6 mois en Amazonie, quoi. C'est une histoire de dingue. Mais l'île, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois une aventure et une aventure intérieure. C'est les deux qui sont... c'est la conjugaison des deux qui fait que le projet est unique. Je suis aussi tombée sur un autre enregistrement, en l'occurrence qui n'est pas quelque chose que tu as commis, une auto-édition qui me semble aussi éclairer la conversation qu'on a eue. Un chien vit dans le sillage, dans l'ombre de son maître, sans autre exigence qu'un os ou qu'une caresse. Il est bon de l'arracher pour une fois à cette ombre. Les hommes ont ne cesse de parler de leurs petits problèmes, et cependant dans le tourbillon du monde où rien n'est stable, où rien n'est sûr, l'amitié du chien est l'exception. Chien mon ami, micro-sillon 33 tours, réalisation de Louis Lorenzi, édité et raconté par Georges Decaune en 62. C'est au retour de l'expédition. Au retour de l'île, ouais. Au retour ou avant? Non, au retour, puisque la pochette, c'est lui sur l'île avec son chien. Oui, il accordait une place folle à ce chien, voilà, au point de lui dédier un micro-sillon. Hein. Mais alors, voilà, il disait beaucoup de choses à son chien. Moi, par exemple, peu de temps après, il a enregistré un autre disque. C'était le mystère de la naissance expliqué aux enfants. Voilà, donc, il a expliqué à tous les enfants de France et de Navarre comment il fallait s'y prendre pour le pilou-pilou, sauf à moi. Moi, j'ai pas eu droit à ces confidences. Donc, il fallait que j'écoute. Mais t'as donné l'album. Oui, il m'a donné l'album en disant tiens, écoute ça, tu vois, tu vas apprendre des trucs. J'ai rien appris, évidemment. Je savais déjà tout ça depuis longtemps. Oui, bien évidemment. Ceci dit, ça aurait pu être une adaptation que tu aurais pu proposer à Xavier. Je suis pas sûre. Ah, pourquoi pas. Mais c'est dire à quel point c'était un père original, quand même. C'est-à-dire que c'était jamais une explication frontale ou simple. Ça passait toujours par d'autres voies. Ouais. La fiction, l'aventure. Et en fait, il se racontait à travers ce qu'il faisait. Mais pas, pas de père à un fils, quoi. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'un homme volubile en public et plutôt discret, voire très pudique dans le privé,
pas sans me rappeler quelqu'un, en fait. Je sais pas, il y aurait une forme d'hérédité, peut-être, non? Ah bon, je suis très pudique dans le privé, moi. Bah, j'ai l'impression, non? Ouais. Enfin, t'es pas du genre à raconter non plus. Oui. Mais alors, lui poussait le bouchon quand même beaucoup plus loin. Hein. Moi, j'ai fait des gros efforts quand même. Je suis pas taiseux comme il l'était. Non, mais j'entends. surtout, non, mais surtout, il compartimentait les choses. C'est-à-dire qu'il y avait son rôle de journaliste où là, il était intarissable. Et puis la partie privée où là, fallait aller le chercher avec un démon de pneus quand même. Ouais. T'as eu du mal à aller chercher la partie privée, Xavier? Ça a été assez facile. Étonnamment, non, parce qu'on s'est retrouvés dans des conditions assez inédites finalement avec Antoine. Et c'est aussi pour ça que ce projet est aussi particulier, c'est qu'on l'a vraiment fait ensemble. Il n'est pas arrivé avec un scénario, en fait, il est arrivé avec une idée, il avait le titre, et il ne savait pas encore ce qu'il allait y chercher. Et en fait, tous les deux, on a passé des heures à fouiller dans les archives de son père, donc que ce soit à la fois les chroniques radio dactylographiées, et aussi, plus précieux encore, le journal intime. On n'avait aucune idée, ni l'un ni l'autre, de ce qu'on allait y trouver, et du coup, on a découvert toute cette dimension-là, on l'a découvert au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire. Donc, fatalement, Antoine était obligé d'ôter le masque, j'ai envie de dire, en ma compagnie. Donc, moi, j'ai pas ressenti ça du tout, au contraire. Mais c'est vrai que du coup, je me sens un peu privilégié d'avoir eu cette expérience, entre guillemets, qui est quelque chose. Il fallait qu'il y ait une forme une confiance assez folle aussi en ma personne, parce que déjà, il m'a ouvert la porte. J'aurais pu être un mauvais garçon, un cambrioleur. Puis ça se voit, je le porte sur moi. Il a une tête de mauvais garçon. La méchanceté, oui, bien sûr. Je suis d'ailleurs pas très rassurée depuis le début de cette émission. Et blague à part, c'est pas anodin de fouiller dans les archives familiales des personnalités. Voilà. Absolument. On va marquer une courte pause de publicité. On revient juste après. Bougez pas, le score revient tout de suite. Nous reprendrons cet entretien tout à l'heure. Nova. Radio Nova. Toujours en compagnie de Xavier Coste et Antoine Decaune, venus nous parler de Île déserte, paru chez Dargaud. Antoine, tu t'es raconté, toi, dans Perso, en livre. Tu as raconté ton père dans cette bande dessinée. À qui le tour? Peut-être ma maman. Peut-être ma mère, parce qu'en fait, c'était une femme absolument épatante, géniale, qui a traversé les années 50-60 en se battant comme une louve tous les jours dans un métier qui était assez occupé par les hommes. L'audiovisuel? Ça a changé. Ça a considérablement changé. Là, je parle d'un temps que les moins de temps ne peuvent pas connaître. Mais donc, c'était une femme marrante qui avait comme un peu Belmondo dans Le Magnifique, qui avait une double vie, qui avait une vie rêvée, qui était comédienne et qui a... il y a quelque chose à faire sur elle. Je ne dis pas que je vais le faire, mais ça pourrait être un sujet. Xavier, retour à la fiction. Pour la prochaine œuvre, tu es déjà en train de travailler sur un nouvel album? Oui et non, en fait, je fais un album pour le Louvre et Rue de Sèvres. C'est une coédition. Et ça correspondra à une exposition qui va y avoir l'année prochaine sur Rodin et Michel-Ange. Et ce qui est génial, c'est que c'est une carte blanche où j'ai pu leur fournir une bande dessinée où clairement on voit Rodin léviter dans les airs et discuter avec des statues. Et finalement, ça a l'air de passer, donc je suis plutôt content. J'ai besoin de précision, évidemment. Je ne peux pas te laisser partir, Antoine, sans que tu me commentes le What Was Lost Has Now Be Found, The Lost Albums Tracks 2, qui est donc un post arrivé aujourd'hui d'un certain comment Bruce, s'appelle-t-il? Bruce Springsteen. Ouais, c'est ça, c'est lui. Alors, c'est annoncé demain à 15h, je ne sais pas pourquoi, c'est demain 15h, avec un single qui sort, qui est Rain on the River. Bien sûr. Et c'est un coffret de 7 albums. Ah oui, tout simplement. 87 morceaux inédits, enregistrés entre 83 et 2018. Et donc, c'est attendu, mais alors, c'est même pas que c'est attendu. Donc, tu es déjà dans les starting. Ah, évidemment. Tu ne seras pas joignable demain. Non, voilà, injoignable jusqu'à la fin de la semaine. Et alors, j'ai une autre info à vous soumettre, parce que là, la bande dessinée débute en 62. Il est question un tout petit peu de musique. En tout cas, il y a un groupe qui est cité, les Beatles. Et là, vient d'être annoncé que Sam Mendes va donc réaliser The Beatles, a 4-film cinematic event, prévu pour avril 2028, parce que oui, il y a 4 films de fait. Et le casting a été annoncé. Donc, Harris Dickinson, vu dans Baby Girl, dans le rôle de Lennon. Paul Mescal, vu dans Gladiator 2, All of Us Strangers, et à peu près les rêves érotiques de toutes les filles de 20 à 77 ans, qui jouera Paul McCartney. Barry Keoghan, qu'on a vu dans Saltburn, dans le rôle de Ringo Starr. Et Joseph Quinn, vu dans Gladiator 2 et Stranger Things, dans le rôle de George Harrison. Aucun ne ressemble aux modèles originaux, on est d'accord? Ouais, pas vraiment. Très loin, hein. Mais c'est intéressant, je trouve, non? Ah bah oui, c'est intéressant, parce que dès qu'on joue la ressemblance, de toute façon, on va dans le mur. Donc, ce genre de projet. Et puis voilà, c'est ce qu'ils ont réussi avec le Dylan, avec Chalamet.
Voilà, Mais en allant chercher quand même une forme de ressemblance. Oui, il y a une dégaine, une Ouais, silhouette, bien sûr. mais après, pas trait pour trait. Moi, je me souviens, il y avait eu un film télé, un téléfilm, donc, fait par les Anglais il y a une quinzaine d'années, qui racontait la réunion de McCartney et de Lennon se Ouais. retrouvant à New York dans les années 70, hors Yoko Ono, c'est-à-dire libre de pouvoir s'exprimer et de parler. Et ils avaient essayé de jouer la ressemblance. Alors c'était pas mal, mais en même temps c'était gênant justement, Ouais. cette recherche-là. Non, je trouve ça très bien, mais c'est comme le comédien qui joue Bruce là dans l'époque Nebraska. Il ne peut pas dire qu'il ressemble Ouais. trait pour trait à Bruce, mais après c'est le travail du comédien. Mais ça t'a hâte aussi de voir Ouais, ou bien une sûr. petite appréhension parce que souvent Non, j'ai hâte. les aficionados ont du mal à. Non, j'ai hâte. C'est validé par Bruce Oui, lui-même, oui. donc j'ai hâte. Ah bah Ouais. si c'est validé par Bruce, Bah alors oui. dans ce cas vraiment, Bah oui. il y a aucun danger que ça ne soit mauvais. Bah non, évidemment. On ne juge pas un livre à sa couverture, mais aux citations mises en exergue. Non, c'est faux, mais enfin j'avais vraiment besoin d'une transition. Ça faisait un bon début de phrase. Le temps qu'un homme comprenne que son père avait raison, il a généralement un fils qui pense qu'il a tort. J'adore. Charles Wadsworth. J'adore. Le seul endroit où l'on puisse voir un homme digne de ce nom, c'est dans le regard d'un chien. Romain Gary. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Antoine de Saint-Exupéry. Pourquoi ces trois-là? Parce qu'elle se complète parfaitement. Ouais. Parce que la première est tordante et qu'elle est d'une vérité, Ouais. d'une vérité troublante. L'histoire du chien, c'est parce que ce chien occupe une telle place et que je comprends à peu près ce que veut dire Romain Gary dans L'œil du chien. Et la troisième, Syntex, parce que moi je m'appelle Antoine à cause ou grâce à Syntex. Enfin, c'est un mélange de Syntex et du Antoine de San Antonio. Ouais. Donc, T'as donc choisi plutôt c'est de deux salles, deux ressembler à ambiances. Saint-Exupéry, oui, pour des raisons évidentes. là, il y a beaucoup de moutons, donc. Ouais. Oui, on va en rester là. Qui se font maltraiter. Ah, maltraités, ouais. Mais enfin, en même temps, ils sont un peu trop Non, présents parce sur que l'île. donc c'était aussi une mission de l'État français qui avait C'était cédé le deal. la Ouais. cession de cette île pendant un an, à condition qu'il débarrasse les moutons qui avaient Ouais. envahi et ravagé l'île. Oui, parce qu'il était que c'était un bagne avant. Enfin, C'était qu'il y a un eu bagne au plusieurs villes. 19e Quand on dit que c'est siècle. vraiment un endroit hostile, c'est Ouais, très ils hostile. avaient laissé des moutons qui avaient proliféré et qui Ouais. avaient tout bouffé. Donc, une des missions de mon père, c'était de buter les moutons. Avant de découvrir votre playlist commune, car oui, vous avez fait playlist commune, dernier titre choisi par Mes Soins, Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Marvin Gaye, Tammy Terrell sur Nova. Je ne vais pas répéter le titre parce que je vais me vautrer, vraiment de manière très évidente. Peut-être No Antoine. Mountain High Enough. Voilà Antoine Decaune dans ses œuvres. Xavier Coste, en Je effet. passe mon tour. Ouais, Merci. c'est très bien. Il n'est pas bilingue. Une deuxième épreuve que vous allez devoir subir. Vous êtes déjà passé par cet endroit, mais je récidive. C'est le questionnaire sur la musique. Il faut répondre du tac au tac. Tac au tac. Et si possible, des réponses différentes de la dernière fois. Ok. On Vous va êtes prêts essayer. Ouais. Xavier a l'air d'être très inquiet. Bien sûr. Ok. Allez, Comme c'est d'habitude. parti. Très concentré surtout. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre? La folle complainte, Charles Trenet. Ok. Xavier? Je crois que je l'ai déjà dit, c'était avec le temps de Léo Ferré. Très bien. Vous êtes sur un enfant joyeux. Donc, on le fait. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence? Les Beatles, la préadolescence, les Beatles. Ouais. Love Me Do. Ok. Xavier? Gorillaz, Clint Eastwood. Ça va. C'est bon. Vous êtes Je me pas renouvelle. Alors, ma question préférée, surtout pour Antoine, votre hit de karaoké? Oh, un titre de Michel Jonas, n'importe lequel. La boîte de jazz? Ouais, la boîte Ouais, de jazz, évidemment. par exemple. Ouais. Tu peux nous le prouver? Oui, bien sûr, je peux. Ouais. Go. Je peux le prouver. Ah bah, Si, il faut je crois. non, il me faut le Pardon, karaoké, il faut les il faut l'ambiance. Moi, cartons. il faut trois bouteilles de C'est gnôle. vrai que tu es vraiment le roi du karaoké. Xavier? Francky Vincent, le restaurant. Oh non, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut que je donne un contexte Vas-y. Francky Vincent a ouvert son restaurant il y a quelques années. Ça s'est mal passé. Il était en bisbille, je me permets le mot, avec ses employés et il en a fait une chanson. Extrêmement ordurière. Ouais, voilà, Mhm. c'est ça. Mais c'est assez incroyable. quoi. Ça te plaît, ça? Ouais. C'est C'est le contexte en fait qui me Vous parle. Karaoké. vous découvrez encore. hein, vraiment. Karaoké, d'accord. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Ouh, vas-y, toi d'abord. Francky Vincent, le restaurant. Ouais, bah, si. là. Moi, je sais si ça marche. J'ai été Ouais. très surprise. Qu'on serait surpris de trouver dans ma playlist. Non, il n'y en a pas vraiment. Ou alors, il y a un type que j'adore, Léon Redbone. Ouais. Ouais, mais enfin, je ne serais pas C'est pas surpris de le trouver surprenant, non. dans ma playlist. Voilà, mais non, mais je parle de lui parce qu'il est complètement tombé en désuétude Ouais. et que c'est un type génial. Écoutez ça, vous allez prendre un
pas d'art monstrueux. J'étais beaucoup plus surprise la fois où tu m'as fait écouter les Beatles chantés par des chiens, tu vois. Mais... Oui, c'était bien ça. Ouais. Ouais, ça pourrait être ça aussi. Ouais, les Beatles chantés par des chiens. Pardon. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Oh, il y en a tellement. Mm. Il y en a tellement. Léo Ferré. Hein Léo Ferré. Avec le temps, mais il danse que des slow, lui. Ouais, c'est ça. George Moustaki. Non, Bee Gees. Ah oui, carrément. Ah, Bee Gees, ouais. Bee Gees ou Prince. Ou Taylor Swift. Ou Taylor Swift, évidemment. Oui, vraiment toujours le Il rappeler faut à qu'elle chaque soit fois. là, ouais. Le titre qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse. George Moustaki. Mais est-ce qu'il passe sur les pistes de danse? Très monomaniaque, Xavier. Alors j'ai déjà, il faut que l'impression. je rentre sur la piste de danse Oui, je sais. pour pouvoir en sortir, ce qui est déjà une gageure de me faire rentrer là-dedans. Je sais pas, tous les trucs où il y a des basses super envahissantes, des infrabasses. Ouais. Je me souviens d'un séjour à Berlin, on avait fait un sujet là-dessus. Et alors, quand tu es dans l'humeur et dans l'état, ça passe très bien, mais sinon, t'as l'impression d'être dans l'enfer. Ah bah, c'est douloureux Ouais, surtout. ouais, c'est douloureux. Votre chanson de comédie musicale préférée? Alors là, Silence Xavier, radio, c'est et là qu'à tu le ne dire. peux pas répondre Léo Ferré, ça ne marchera pas. J'en connais aucune. C'est perdu, donc. N'importe quel morceau de Singing in the Rain. Ok, Ouais. ça marche. Xavier, tu passes ton Bah, je tour. dis la même chose parce que je n'ai jamais écouté aucune comédie musicale. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours? Ces derniers jours, j'écoute. Alors, je suis un peu toujours en boucle, moi, j'ai des artistes comme ça. J'écoute Nick Lowe en ce moment. Ouais, Ouais, j'ai jamais cessé d'écouter Nick Lowe, mais je sais pas pourquoi ça tourne. c'est lui qui revient en ce Ouais, moment. ouais. Xavier? Et moi, la bande originale d'Interstellar, de Hans Zimmer, c'est des musiques que je peux écouter des dizaines de fois à la suite. Et ça m'aide vraiment à travailler. atteindre une plénitude Ouais. dans le travail que j'aime beaucoup. La version d'Avec le temps par Hans Zimmer est assez incroyable. Mais qui est d'ailleurs dans Interstellar, Ouais, dans les scènes ouais. bonus qui ont été coupées Ouais, au moment ouais. du. Enfin, bon, Malheureusement. la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Catégorie pénible. Ouais, ça peut être n'importe quelle chanson alors. C'est un truc que j'écoute le matin, deux mesures d'une chanson qui me rentre dans la tête et après je mets 2 heures à m'en séparer. Donc ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que si je te fredonne du Michel Jonas, là, je Non, te pas pourris Michel la Jonas, soirée. non, mais oui. Un beau parti, un peu naze. Ah, j'avoue. Non, j'ai pas d'exemple particulier là. N'importe quelle chanson. Ouais. Voilà. C'est pas une chanson en particulier. Xavier? Vincent Lagaffe, le lavabo. Mais non, mais Vas-y. là, c'est beaucoup trop d'infos, Xavier, aujourd'hui. Tu t'es beaucoup trop C'est livré. l'histoire d'un lavabo. Mais pour le coup, on est sur. Il y a une portée humoristique. Ah. Il y a pas de. Tout à fait relative. Vincent Lagaffe Précise. n'a eu aucun problème avec ses subordonnés. Aucune Avec le histoire lavabo, sombre derrière ouais, cette avec chanson. d'autres. Non, moi je dirais tiens le débit de lait. Une chanson de Trenet, le débit de l'eau, le débit de lait, Ah avec oui. il est beau, le débit de lait, avec il est laid, le débit de l'eau, Mais le débit de lait, si beau, débit de lait, de l'eau, si laid. S'il est un beau débit, c'est bien le beau débit de lait. C'est aussi un exercice d'orthophonie, Ouais, de toute absolument. évidence. Absolument. Très bien, formalité remplie. Je rappelle donc qu'il déserte, c'est paru chez Dargaud et que c'est absolument formidable. Je vous le dis en vous regardant et en vous souriant, ce qui est quand même un truc Ah assez oui. exceptionnel. Et on C'est sourit à exceptionnel, notre ça, tour. bravo. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est de la radio, donc du coup, vraiment, ça marche très bien. On va passer à votre playlist. C'est vous qui avez programmé la demi-heure qui vient. Pour démarrer, je crois que c'est toi, Antoine, qui a choisi Aaron Neville. Aaron Beatrice. Neville, bah oui, parce que c'est une voix d'ange, Aaron Neville. Ouais. C'était chanteur des Neville Brothers, qui était un groupe de la Nouvelle-Orléans absolument génial. Et la voix d'Aaron Neville, ça me renverse. Moi. Très bien. Xavier, tu es d'accord? Je Il n'y ne avait, connais pas. il y avait pas Léo Ferré, donc Non, de toute désolé, façon. désolé. Eh ben, il me reste qu'à vous remercier 1000 fois d'être passé par ce studio. Bah, Et on c'est nous. écoute donc Aaron Neville. Merci Charlie. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.